Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population? L'Institut des politiques publiques a établi dans une étude de 2023 que les plus grandes fortunes françaises paient relativement peu d'impôts grâce à l'optimisation légale lorsque l'on prend en compte l'ensemble du revenu économique. Et le chiffre est trop parlant pour ne pas réagir. L'ensemble des Français, vous et moi, classe moyenne, classe populaire, classe supérieure aisée, paient environ 50% de ses revenus en impôts et cotisations sociales, tout prélèvement compris. À partir de 100 millions de patrimoine, ce chiffre tombe à 27%, soit presque 2 fois moins. Ce diagnostic, je crois, n'est pas contesté. En tout cas, Madame la Ministre, vous ne l'avez jamais remis en cause dans nos échanges. Et partant de ce constat, de brillants économistes ont hier soutenu cette proposition pour la France. Alors je repose la question: existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population? En France, les 500 plus grandes fortunes ont vu leur patrimoine multiplié par 10 en 20 ans, atteignant 1 228 milliards d'euros. Ce qu'on vous propose n'est pas un impôt confiscatoire ou vexatoire, mais la correction d'une inégalité flagrante. C'est un mécanisme anti-abus. Nous avons besoin de garantir une contribution minimale de tous à l'effort collectif. Le dispositif est simple. Pour les contribuables dont le patrimoine net dépasse 100 millions d'euros, l'impôt total devra atteindre au moins 2% de ce patrimoine. Si ce seuil n'est pas atteint, alors ils devront verser la différence. Évidemment, et c'est ce qui aujourd'hui fait débat, nous intégrons l'ensemble de la fortune dans ce calcul, sinon on passe largement à côté du sujet. On a fait simple, mais pas simpliste. Nous avons bien entendu les fatalistes, encore à cette tribune, celles et ceux qui nous disent: vous allez faire fuir les grandes fortunes de notre pays, celles et ceux qui capitulent déjà devant le chantage à l'exil. D'abord, les études convergent sur le caractère marginal de ce type d'exil. Mais pour répondre aux inquiétudes, un dispositif anti-exil fiscal a été intégré. Ceux qui s'expatrient resteront redevables de cet impôt plancher pendant 5 ans. Ensuite vient le sujet de l'illiquidité, ce patrimoine valorisé tant qu'il n'est pas converti en monnaie et qui sera fragilisé par le besoin de payer cet impôt plancher. Nous proposons la possibilité d'étaler les paiements, comme c'est le cas pour l'impôt sur les successions, ou même, si j'ai bien lu Madame la Ministre dans les Échos, le cas pour le dispositif anti-abus que vous êtes en train de concevoir. Reste la question du caractère confiscatoire. Pour un impôt plancher de 2%, qui concerne un niveau de patrimoine dont le rendement est en moyenne de 5 à 6% et qui ne s'applique pas en dessous de 100 millions d'euros, disons-le simplement, il ne mettra aucun des contribuables concernés en difficulté. Et ils pourront continuer à s'enrichir, certes un peu moins vite. Alors reposons la question: existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population? À la veille des débats budgétaires qui s'annoncent difficiles, si vous n'intégrez pas les plus fortunés dans la communauté nationale en rattrapant cette injustice fiscale, alors les efforts que vous comptez demander aux Françaises et aux Français seront inaudibles, absolument inaudibles. Rappelons comment Tocqueville décrivait l'impôt sous l'Ancien Régime. Du moment où l'impôt avait pour objet non d'atteindre les plus capables de le payer, mais les plus incapables de s'en défendre, on devait être amené cette conséquence monstrueuse de l'épargner aux riches et d'en charger le pauvre. Dans les cahiers de doléances de 1789, la réforme de l'impôt figure parmi les revendications principales. La nuit du 4 août 1789, celle de l'abolition des privilèges, c'est la fin des exemptions fiscales de la noblesse et du clergé. 230 ans plus tard, le rétablissement de l'ISF et la soif de la justice fiscale irriguent toujours le cahier des doléances mis en place pendant le mouvement des Gilets jaunes. Chers collègues, je l'ai dit, il n'y a en réalité qu'une question soulevée par cette proposition: existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on est autorisé à payer moins d'impôts que le reste de la population? Évidemment non, et nos textes fondateurs sont clairs sur la question. Alors respectons l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faisons en sorte que la contribution commune soit répartie également entre tous les citoyens. Votons ce texte. Je vous remercie. Chers collègues.